Ma mère, elle est morte du cancer à 44. 44 ans. Déclarée vers 39-40. T'imagines comme c'est jeune? C'est toi et moi après-demain. Parce que je l'ai vu être tellement mal. Et j'étais enfant, tu vois. C'était difficile de la voir comme ça. Et maintenant, je me dis, putain, on aurait pu faire autre chose. Putain, on aurait pu faire autre chose. Et si je peux aider une seule personne à éviter ça, le God, on aura accompli notre mission. Et est-ce qu'on peut se rendre compte que ce qu'on fait depuis les 30-40 dernières années a juste empiré nos problèmes de santé ou pas? C'est que forcément, moi, quand j'ai eu cette discussion avec Fred Evrard, putain, le mec, il m'a fait chialer, quoi. Pas parce que je me suis dit, ouais, on aurait dû, pas du tout dans le regret, mais plutôt dans le quelle lueur d'espoir de fou. J'ai envie que tellement de gens le fassent que j'ai envie que, tu vois, chaque petit pas, tu vois ce que je veux dire? Chaque petit pas que vous pouvez prendre, c'est gagné, en fait. Et en fait, je vois des mecs qui ont 50 ans et qui font des trucs incroyables. Moi, je suis fasciné, je leur dis. Je dis, vous êtes des gens qui créent un exemple différent pour la génération d'après. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Peut-on éviter le cancer, le diabète, Parkinson ou Alzheimer grâce à notre alimentation? C'est ce que semble croire mon invité du jour. Plus que de le croire, Jack, fondateur de la chaîne YouTube Jack's Team, aux 250 000 abonnés, en a fait l'expérience en soignant son syndrome de l'intestin irritable grâce à l'alimentation anti-inflammatoire. Précurseur dans la vulgarisation du CrossFit sur YouTube, Jack s'oriente désormais dans l'enseignement des bonnes habitudes alimentaires à adopter pour prévenir les maladies de civilisation et vivre avec son plein potentiel énergétique. Dans cet épisode, Jack nous partagera avec beaucoup d'émotion son histoire personnelle et les leçons qu'il en tire pour améliorer la santé de ses élèves au quotidien. Vous découvrirez les clés d'une alimentation saine et sans contrainte adaptée à nos vies modernes. Il vous expliquera comment changer progressivement vos habitudes pour vivre en meilleure santé. Jack nous dévoilera ses astuces pour augmenter votre jauge d'énergie et me donnera ses conseils pour soigner ma sciatique. Cette conversation regorge de pépites. Restez bien attentifs et découvrez le facteur commun au déclenchement de tous les cancers et les meilleures façons de l'éviter. Bon visionnage. Notre quotidien à tous les deux, Jack, c'est d'aider les gens à se sentir bien, en bonne santé, mais aussi à se réaliser. Est-ce que tu penses qu'il faut un déclencheur fort pour réaliser des changements profonds? Oui, en fait, je suis convaincu maintenant qu'on change seulement quand la douleur de l'état dans lequel on est devient plus grande que la douleur de changer. Changer, c'est difficile. Changer, ça demande de changer son organisation, sa façon de voir la vie, peut-être sa dynamique familiale, peut-être son job, peut-être sa façon de manger. Choisir de changer, ça doit venir de quelque chose qui à un moment donné te fait trop mal. Ou la perspective de quelque chose qui te fait trop mal. Par exemple, ne plus pouvoir jouer avec tes enfants, ne pas voir tes petits-enfants parce que tu seras malade ou mort. Et à un moment donné, tu bascules là-dessus et tu te dis, si je continue comme ça risque d'arriver. Et là, tu décides de changer. Ou alors, tu attends d'y être, comme certaines personnes, soit parce qu'elles ne l'avaient pas anticipé, soit parce qu'elles sont juste allées trop loin. Et elles se disent, ok, c'est maintenant ou c'est jamais en fait. Est-ce que toi, tu as eu des déclencheurs forts pour changer des habitudes? De partout. J'en ai eu plein. Le plus évident et le plus connu pour moi, ça a été mon syndrome de l'intestin irritable. J'ai pris un jour des antibiotiques qui m'ont explosé la flore intestinale. À ce moment-là, je suis assez jeune, je suis dans le fitness et tout, donc je fais un peu gaffe à ce que je mange, mais je ne fais pas gaffe à ce que je mange dans une logique de santé. Je fais gaffe à ce que je mange dans une logique esthétique et sportive, tu vois. Donc, tu sais, protéines, glucides de partout, voilà. Ok, là, j'ai le ventre en travaux. Et pour moi, avoir le ventre en travaux, tu sais, c'est comme quand tu fais une gastro, tu vois, ça dure 2 jours, c'est fini. Sauf que là, ça dure 2 mois. Et je me dis, comment est-ce que je vais sortir de ça en fait? Alors le médecin, il te file des probiotiques, tu vois, c'est un truc que tu prends, c'est des bactéries qui sont supposées repeupler ta flore intestinale, ça ne marche pas du tout. Et en fait, finalement, avoir juste les problèmes de ventre, c'est une chose, mais le problème, c'est que ça a commencé à impacter toute ma vie.
J'ai commencé à être fatigué, j'ai commencé à être dépressif, j'ai commencé à avoir des problèmes de thyroïde, j'ai commencé à avoir des problèmes d'inflammation. J'ai eu tellement mal partout que j'ai fini par arrêter mon sport, mon sport, le basket. Et puis je me dis, à un moment donné, je dois faire quelque chose, tu vois. En plus, je suis dans le métier. Donc à ce moment-là, je suis jeune coach, mais je suis coach. Et je me dis, si tu ne peux pas t'aider, qui va le faire? Les médecins, visiblement, ne veulent pas le faire. Ou en tout cas, ne sont pas armés, ou je ne sais pas. Mais les médecins que moi, j'ai rencontrés, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais j'en ai rencontré quand même plusieurs. Et soit ils ne veulent pas t'aider parce qu'ils pensent que tu n'as pas une maladie assez grave, soit ils ne sont pas compétents parce que ce qui se passe, c'est que c'est l'alimentation à ce moment-là. C'est la seule chose qui va te débloquer. Et eux, ils sont formés autrement, ou ils ont une vision différente. Leur vision, c'est est-ce qu'on peut t'opérer, est-ce qu'on peut te donner des médicaments? Si les deux, alors nous opérer, ce n'était pas assez grave, et les médicaments ne marchaient pas apparemment. Et donc on me dit, ben, débrouillez-vous. Tu vois, on me dit, en gros, vous devez vous en sortir, ou c'est dans votre tête, quoi. Sauf que moi, je sais que ce n'est pas dans ma tête à ce moment-là. Parce que j'ai mangé tout ce que je voulais toute ma vie et j'ai jamais eu de problème digestif. Alors j'avais d'autres problèmes, certes, on peut en parler, mais j'avais pas de problème à ce niveau-là, tu vois. Et pas aussi fort, pas aussi grave, tu vois. Je crois que j'avais 26, 27 ans, à devoir arrêter de faire du basket parce que tu as mal partout, c'est un peu chaud. Quand je me retrouve à partir au travail, je me rappelle très bien, à 8 h du matin, ce qui pour moi maintenant, c'est une grasse matinée, tu vois. Je pars à 8 h du matin et je suis comme ça dans la voiture en train de déjà de penser à ma sieste de l'après-midi parce que je suis fracassé, quoi. Tout le temps, alors que j'adore mon job. Et donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et là, on était vraiment littéralement dans cette situation où la douleur de rester dans l'état devenait plus grande que la douleur de changer. Et donc, je suis passé à l'action. Quand tu dis que tu es passé à l'action, tu t'es fait accompagner ou quand tu en parles, apparemment, ça a été plutôt un travail personnel, de recherche personnelle. Comment tu as fait pour te documenter, pour savoir ce qu'il fallait faire et pour te sentir mieux? J'ai cherché en fait, j'ai cherché beaucoup. J'ai commencé par des choses très basiques et finalement qui ont été des magnifiques portes d'entrée. Je parle très souvent du livre Paléonutrition de Julien Vénesson parce que je trouve que c'est une porte d'entrée extraordinaire à l'alimentation anti-inflammatoire. C'est la grande porte qui est accessible pour tout le monde et qui va vraiment, en fait, qui va te faire mordre ou pas, mais si ça te fait mordre, tu vas y être, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement bien documenté et c'est tellement agréable à lire. Moi, je suis rentré dedans, mais comme un ouf, quoi, tu vois. Waouh, je découvre des trucs de partout. Je dis, c'est génial, ça, waouh. Parce que j'avais toutes ces notions, tu sais, de calculer les macronutriments pour atteindre tes objectifs sportifs et de ça. Mais je n'avais pas du tout cette notion de santé et cette notion d'une alimentation qui pourrait être différente de celle qui est la nôtre, tu vois. J'ai grandi avec une alimentation probablement comme toi, très moderne, tu sais, tout sorti d'une boîte ou d'un sachet. Tout, enfin tout, 80, 90, 90% comme vous dites. Et le jeu, c'est que, comme vous dites. Et je me dis, waouh, en fait, on peut faire autrement. À ce moment-là, je me rends compte qu'on peut faire autrement. Et donc, je creuse, quoi. Et là, j'ai creusé, par contre. Des vidéos, des livres, des tests, des formations, des séminaires, de partout. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette démarche-là, elle a presque 10 ans. Et en fait, je suis toujours dedans. Tu vois, je suis toujours maintenant en train d'essayer de chercher l'étape d'après pour faire encore mieux, pour me sentir encore mieux et pour pouvoir mieux coacher les autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je suis tes vidéos, tu dis souvent, bah là, j'ai 35, 36 ans, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau, aussi bien dans mon corps, je ressens toute la pleine énergie. Et tu veux aller encore plus loin. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment aller plus loin si déjà tu te sens parfaitement bien aujourd'hui? Alors parce que je ne me sens pas parfaitement bien. Mais en fait, je pense que je compare ça à ce que j'ai connu avant et que du coup, je me dis waouh! J'ai écrit dans la page d'explication d'un de mes programmes que j'avais atteint mon plein potentiel énergétique et je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que je ne suis pas loin. Je pense qu'en tout cas, je l'ai révolutionné. Ça, c'est une certitude. Parce que je te dis, je me rappelle adolescent m'endormir sur mon banc à l'école, je me rappelle aller au boulot et vouloir faire une sieste, je me rappelle avoir les yeux qui se ferment en pleine journée, des fatigues incontrôlables, tu vois, des moments où Et je me dis, mais c'est pas une vie. Je me dis, mais je vais faire comment? Eh bien là, on est en plein après-midi et je suis en pleine forme et je suis très content d'être avec toi. Parce que j'ai des stratégies et parce que j'ai une base énergétique qui est bien plus élevée qu'avant. Mais j'ai des stratégies sur ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce que je ne vais pas manger, surtout ce que je ne vais pas boire, surtout pour être là au top. Donc du coup, pour passer de l'état dans lequel tu étais avant à cet état dans lequel tu es maintenant, donc presque à ton plein potentiel, est-ce que tu peux nous donner quelques petits tips de choses que tu as mis en place pour pouvoir l'atteindre? La toute première chose, en fait, c'est de sortir du paradigme de l'alimentation sort d'une boîte ou d'un sachet.
Ça a été la première chose qui n'a pas été évidente pour moi parce que pour moi, c'était clair que c'était normal de manger comme ça. Et ça, c'est difficile. Quand je parle avec les gens, je me rends compte à quel point c'est difficile parce qu'en fait, tu vas contre quelque chose qui est totalement ancré en eux. On a littéralement grandi comme ça, été élevé comme ça. Et donc, tu vas remettre plusieurs choses en question. Tu vas remettre en question une façon de faire. Tu vas remettre en question aussi une éducation. Et ça, c'est très dur parce que tu vas toucher à « mais mes parents, est-ce qu'ils ont mal fait en fait ?» C'est super dur, tu vois. Tu vas toucher à « est-ce qu'ils voulaient mal faire ou est-ce qu'ils ne savaient pas ?» Et alors, tu commences à réfléchir, à justifier. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait les deux. Il y avait une partie d'ignorance et pas, c'est pas péjoratif, c'est juste je ne sais pas, donc je ne peux pas savoir que je fais mal parce que je ne sais juste pas. Et puis, il y avait une partie de facilité. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir une boîte de céréales et de verser que de prendre le temps, comme je le fais tous les matins, de faire un petit déj pour mon fils. C'est beaucoup plus facile. On était 4 à la maison, mes parents ils avaient plein de trucs à faire. Tu vois, je peux comprendre que taper des boîtes de céréales, c'est plus pratique, surtout qu'en plus tes enfants ils adorent ça. Donc il faut sortir de ce paradigme et ça franchement c'est déjà une étape qui est juste énorme en fait. Et j'ai parlé avec Wilfried Launay de Bimove et je lui dis c'est quoi pour toi le meilleur conseil, tu vois? Et il dit fais-toi à manger toi-même. Juste commencer par ça, juste commence à cuisiner un truc pour toi. Et cuisiner un truc ça peut être super simple. Moi je fais chauffer une poêle, je mets une graisse de qualité dedans, j'attends 2 minutes, je mets 3 œufs, je mange un avocat avec, je me suis fait un repas, quoi. Ça m'a pris 3 minutes 30 et je suis en pleine forme. C'est pas obligé d'être compliqué en fait. À chaque fois que tu dis aux gens que tu manges des aliments naturels et que tu cuisines, ils se pensent que c'est compliqué. Ils pensent qu'il faut faire des grandes recettes et tout parce que… Mais en fait, pas du tout. En fait, tu peux juste faire des choses hyper simples. Tu t'ouvres une boîte de maquereaux à l'huile d'olive vierge extra. Moi, je combine ça avec un fruit et j'ai fait une collation. Ça m'a pris 25 secondes. Tout peut être simple en fait. À partir du moment où ça te plaît et que tu as les conséquences physiques, énergétiques et mentales que tu souhaites, tu as gagné. Maintenant, il faut que ça rentre dans ta vie, etc. Donc, tu me disais quoi faire en premier? Sortir de ce paradigme d'une boîte et d'un sachet. La deuxième chose, c'est identifier ce qui te fait du bien et ce qui te cause du tort. La façon dont j'étais enfant, adolescent et jeune adulte, pour moi, c'était la norme. C'était normal d'être comme ça. C'était normal d'être fatigué, c'était normal d'avoir un brouillard mental, c'était normal d'avoir un peu de surpoids, c'était normal d'avoir de l'acné. Tout ça, c'était normal. Et en fait, non. Et en fait, tu côtoies des gens ou tu étudies des tribus et des gens qui vivent de manière plus naturelle, qui ne connaissent pas tout ça, qui ne savent pas ce que c'est le cancer, qui ne savent pas ce que c'est une crise cardiaque. Ce que tu appelles les maladies de civilisation. Les maladies de civilisation. Le diabète, tu prends même des choses très simples. L'excès d'acné. Alors oui, on a de l'acné avec les hormones, etc. Ok. Mais tu as des gens qui ont 25 ans, qui ont plein de boutons dans le dos. Mais tu sais, des boutons moches, quoi. Et ça, c'est un problème. C'est une manifestation de ton corps qui dit il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, je vais prendre quoi? Soit le bon vieux Roaccutane, là, c'est le truc qui sèche, soit je vais mettre une crème. Ça, c'est l'équivalent de prendre du paracétamol sur un mal de tête. Le mal de tête, il est là pour quelque chose. Il est là pour te dire qu'il y a un problème. La douleur, c'est un signal. C'est exactement la même chose quand tu as une inflammation. Quand tu as une inflammation sur la peau, quand tu as une migraine, quand tu as une tendinite. C'est un signal, c'est ton corps qui te dit un truc. Après, tu fais le choix de l'écouter ou pas. Et la plus grosse différence dans ma vie, c'est que maintenant, je choisis d'écouter. Une des choses dans lesquelles j'ai choisi moi de mettre de l'énergie, c'est de me sentir mieux. C'est de me sentir mieux dans mon corps, autant physiquement qu'esthétiquement, et dans ma tête, psychologiquement, mentalement et au niveau énergétique. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que tu peux vraiment avancer et te rendre compte que ton plafond de verre, c'est principalement toi et ton éducation qui les ont mis. Moi, cette semaine, à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé jeudi dernier et je suis allé manger au McDonald's le midi. Et quand je suis allé au McDo, j'ai pensé à la discussion qu'on allait avoir dans 4 jours, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi je vais au McDo? Et en fait, tu sais ce que je me suis dit? En fait, là, quand je suis allé au McDo, j'ai acheté du temps. Okay. Et en fait, c'était pas parce que j'aimais le burger que j'allais manger ou les frites, qui sont pas forcément très savoureuses, tu vois, t'en conviendras. Tu vois, en tant que Belge. En tant que Belge, ouais, t'en conviendras, elles sont pas forcément savoureuses. Non. Mais j'ai acheté littéralement du temps pour pouvoir faire encore plus de choses dans la journée. Du coup, moi, je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est quand je consomme McDonald's, en fait, j'achète du temps.
Est-ce que tu penses que l'alimentation anti-inflammatoire est celle que tu peux préconiser, recommander, Ouais. peut être à 100% inclus dans nos vies modernes? C'est un challenge d'organisation au départ. Une fois que c'est fait, c'est réglé. L'histoire du McDo, si on avait été ensemble ce jour-là, j'aurais probablement pas mangé. Ou j'aurais pris une salade au McDo, ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais la seule chose que ça aurait transformé entre toi et moi pour l'après-midi, c'est que moi, j'aurais eu plus d'énergie, moi. Parce que si je mange le burger et les frites, je suis dégommé l'après-midi. Et donc là, au moment où tu me dis, moi, j'achète du temps, en fait, je vais te dire que moi, j'aurais acheté de la fatigue. J'aurais acheté de la digestion pendant quelques heures et j'aurais été cramé pour l'après-midi. Donc, est-ce que ça aurait été mieux que je prenne 1 heure pour aller jusqu'au magasin bio qui est 15 minutes plus loin, aller acheter ma boîte de sardines, mon avocat et je sais pas quoi, et revenir manger et que ça me prenne 1 heure, mais que du coup je puisse être productif pendant les 3 ou 4 heures qui suivent, versus je vais au McDo, ça me prend 20 minutes, mais derrière je fais rien de bon l'après-midi parce que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc cette idée, c'est que est-ce que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, est-ce que le retour sur investissement était réel? Maintenant, tu me dis, l'alimentation anti-inflammatoire, comment ça s'imprègne dans nos vies, comment ça s'inclut, comment ça s'intègre dans nos vies? Je vais te dire que c'est ici que tu bosses? C'est ici que tu étais ce jour-là? Non, c'était pas ici que j'étais ce jour-là. Moi, je serais venu avec mon sac à dos. Ouais. Et j'aurais toujours eu, comme c'est le cas dans mon sac, 1 ou 2 fruits et ou un petit sachet d'amandes et ou une boîte de sardines ou de maquereaux. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je peux manger ça et tenir 3-4 heures. Je voudrais qu'on revienne, Jack, sur l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux nous le redéfinir? Ben, l'idée, c'est d'éviter l'inflammation. Anti-inflammatoire, le principe, c'est que l'inflammation va être le berceau de tout un tas de problèmes qui vont se manifester à un moment donné de la vie, plus ou moins tard. Donc ça va être le berceau des maladies de civilisation, ça va être le berceau du diabète, ça va être le berceau des cancers, ça va être le berceau de Parkinson, d'Alzheimer, maintenant on en parle. Alzheimer commence à être appelé le diabète de type 3. Il serait donc lié directement à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui est une conséquence directe de notre mode de vie. Donc toutes ces choses-là sont évitables. On a tous un bagage génétique différent. Ça veut dire qu'on est avec un potentiel qui n'est pas le même. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est une discussion très intéressante que j'ai eue avec un médecin très récemment, qui me dit, il faut comprendre que tu as un bagage, et il estime, c'est lui, je ne suis pas calé là-dedans, ok? Mais ce qu'il me raconte, c'est, imaginons que tu es 100%, tu as 15% qui sont inscrits et 85% qui peuvent se balader en fonction de ton environnement et qui peuvent se modifier et qui peuvent aller jusqu'à modifier ce qui est inscrit. Alors, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Ta taille, tu ne peux pas changer. Tu vois, moi, je suis plutôt grand. Pour le basket, j'étais un peu trop petit. J'aurais aimé être encore plus grand. Ça, je ne peux pas vraiment le changer. Mais tu me vois maintenant et tu me vois il y a 15 ans, tu te dis qu'en fait, tu peux quand même faire un 180 degrés, quoi. Tu peux changer ta posture, tu peux changer ton inflammation, tu peux changer ta masse musculaire, tu peux changer ta façon de penser, tu peux tout changer. Et tu peux changer aussi ton environnement et notamment donc, par rapport à l'alimentation. Et quand tu vas changer cette alimentation, nous, ce dans quoi on a grandi, les céréales, le produit laitier, le jus de fruits emballé, les galettes de riz, les biscuits, etc., tu vois, les sandwichs, les Kinder Bueno, tu vois, tu connais quoi. Je connais bien. Tout ça, c'est la porte d'entrée vers les problèmes, vers les choses qui sont évidentes. Et les choses qui sont évidentes, le problème, c'est que parfois elles arrivent trop tard. Le surpoids, par exemple, maintenant est accepté dans notre société. Le surpoids, esthétiquement, on s'en fout. Moi, je m'en fous. T'es bien dans ta peau, mince, gros, maigre, gras. Je m'en fous complètement. Si t'es bien dans ta peau, c'est cool. Mais le surpoids, tout comme la maigreur extrême, sont des symptômes, sont des attentions, il se passe quelque chose. Peut-être que tu manges trop ou pas ce qu'il faut par rapport à ton activité physique, peut-être que tu ne digères pas ce que tu manges, il y a quelque chose qui se passe. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai de l'acné, j'ai une migraine, j'ai le ventre qui ballonne. Tu sais, beaucoup de gens me disent ça. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, j'ai le ventre gonflé très souvent, moi. C'est normal, non ?» Ben non, en fait, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir le ventre gonflé toute la journée. Et toutes ces petites choses-là avec lesquelles on s'est habitué à vivre sont des marqueurs de l'inflammation, qui est
très discrète, très légère, et puis qui à un moment donné peut devenir beaucoup moins discrète et beaucoup moins légère. On peut avoir des gens qui ont des symptômes très très légers, et comme Fred nous l'expliquait, et qui du jour au lendemain se dit « Ouais, mais là j'ai très 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 mal au ventre, j'ai quand même passé un examen et j'ai un cancer du côlon stade 3. » Waouh! Pourtant, quelqu'un qui a un mode de vie sain, etc. Mais qui, quand il réfléchit, se dit « Mais j'ai fait des erreurs dans mon alimentation de ouf. » Pourquoi? Je t'expliquais qu'on avait tous un bagage génétique. Lui, il a un gros bagage génétique de cancer du côlon dans sa famille. Et donc, tu sais que tu vas devoir faire plus attention. Et alors là, c'est un choix, on en revient là-dessus. Est-ce que la douleur de ce qui peut t'arriver est suffisamment grande pour commencer à faire les changements avant que la douleur soit là ou pas? Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé que oui. J'ai décidé que la douleur que j'avais vécue et celle que je peux potentiellement vivre est trop grande que pour ne pas faire les changements. Alors attention, je suis très loin d'être parfait. J'ai encore beaucoup de défauts au niveau de mon alimentation parce que je traîne des grosses casseroles, des gros boulets au pied, quoi. Mais j'ai fait des changements énormes parce que, pareil, dans ma famille, j'ai des gros historiques, tu vois. J'ai un Parkinson, j'ai des cancers, j'ai des crises cardiaques, j'ai beaucoup de choses. J'ai des gens autour de moi qui ne sont pas bien dans leur santé. Et je me dis, si je peux déjà, moi, être mieux et surtout, inspirer les autres, montrer aux autres qu'on peut faire mieux, alors là, je suis dans ce que j'appelle ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est faire mieux pour moi, pour avoir et l'énergie et l'exemple d'inspirer les autres à faire autrement. Tu parlais de Fred là tout à l'heure. L'interview, enfin moi ça m'a un peu retourné. C'est dingue, ouais. Ouais, ça m'a complètement retourné. Ouais, je comprends. Je vous invite, j'invite tout le monde à regarder cette interview, elle est folle. Moi, tout ce que j'ai réussi dans ma petite vie, dans ma courte vie jusqu'à présent, j'ai toujours réussi en faisant des choses de manière radicale. C'est-à-dire que quand je prends un sujet et que je le traite de manière radicale, que je prends une orientation, quand au travers de ce prisme-là, j'ai juste un angle et que j'y vais à fond, le meilleur exemple, c'est ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que j'enseigne la pratique du sport que sur rameur, c'est radical. Je fais rien d'autre, par exemple. Et avec une pédagogie, une manière, ça fonctionne. Est-ce que toi, tu penses que l'alimentation anti-inflammatoire, pour que ce soit efficace, il faut être aussi radical à la manière de Fred, qui lui a eu complètement, du coup, cette radicalité dans son alimentation? Ouais, c'est hyper intéressant. Pour moi, il y a 3 grandes situations. Soit tu es plutôt en bonne santé et plutôt avec peu de symptômes. Soit tu as un début de problème et ou une inquiétude par rapport à ta génétique, soit tu es dans un problème grave. Okay? Donc, on va prendre les 3 exemples. On peut imaginer quelqu'un qui a 30-35 ans, qui est plutôt sportif, qui a un mode de vie plutôt sain et qui n'a pas particulièrement d'acné, de migraine, de douleur, qui se dit « Ok, ça va, cool ». Et tu sais, dans ma famille, pas de gros historique de problème. Et puis, tu as tiens, j'ai un petit syndrome de l'intestin irritable, tiens, j'ai le ventre souvent gonflé, tiens, j'ai un petit peu des migraines, tiens, tu vois, hop, j'ai un peu des trucs, ah tiens, j'ai de l'acné, j'ai 30 ans, c'est quand même un peu tard pour avoir de l'acné dans le dos, tu vois, ce genre de choses. Et puis j'ai Fred, cancer du côlon stade 3, okay, où là c'est juste littéralement une question de vie ou de mort. Et en fonction de où tu en es, je propose une certaine radicalité par rapport à tes changements alimentaires. Et après, l'idée c'est de voir, on en revient là-dessus, jusqu'où toi tu veux aller. Donc, moi, je pousse le truc loin. Pourquoi? Parce que je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin pour 2 raisons qui sont très claires. Je veux aller plus loin pour être mieux moi et pour pouvoir inspirer les autres à en faire autant. Alors moi, ce que je voudrais proposer, et c'est ce que je fais sur ma chaîne, c'est ce que je fais dans mes programmes, etc., c'est de proposer des solutions en fonction d'où on en est. Donc, je vais te donner un exemple. J'ai créé un petit programme qui s'appelle Light, il porte bien son nom, qui est une espèce d'introduction à l'alimentation anti-inflammatoire. Et en fait, j'ai proposé 12 mises en action, 3 par semaine, que tu fais à ton rythme. Et pour chaque mise en action, j'ai proposé plusieurs niveaux de radicalité, d'implication. Excellent. L'idée, c'est commencer l'alimentation anti-inflammatoire. Je dis toujours, chaque geste que tu fais, c'est quelque chose que tu mets dans la banque de ta santé. Donc l'idée, c'est que passer d'un bol de Frosties avec du lait industriel et un Minute Maid, je fais tout pareil. Je remplace le lait par un lait de meilleure qualité, un lait végétal, ou voilà, c'est déjà mieux. Je remplace le Minute Maid par un jus d'orange que je me fais à la maison, ou je croque l'orange simplement en morceaux, c'est déjà mieux. Je te demande pas d'office de passer comme moi à je jeûne le matin et puis je mange 2 œufs et un avocat, tu vois. Je peux comprendre que ce soit difficile quand tu viens
du bol de Frosty dans lequel moi je rajoutais du sucre parce qu'il n'y en avait pas assez. Ah ouais, Ah ouais, d'accord, non, t'étais j'étais quand loin. même… Ah, j'étais niveau. Ah ouais, high level. J'avais pris la limite et je l'avais repoussé. Tu vois, je mettais du sucre dans mon bol de Frosty parce que pour moi, il n'y en avait pas assez. Et donc, chaque petit pas que tu peux faire est juste mieux en fait. Tu vas pouvoir, je te donne l'exemple le plus bateau, tu vas au McDo et au lieu de prendre un Coca, tu prends une eau pétillante. Ouais, mais qui traite au McDo? Ben non, c'est con en fait ça. C'est con de te dire ça. Quitte à être au McDo, du coup, je vais prendre une portion de frites XXL et un Coca. Ben non, tu prends déjà des problèmes potentiels avec ce que tu manges. Peut-être que boire de l'eau à côté, c'est bien en fait. Alors là, l'idée, c'est le rapport plaisir, comme j'avais expliqué ça un jour, c'est le rapport du plaisir sur ce que j'appelle la malsénité de la chose. Donc l'impact que ça va avoir sur toi. Okay, donc on joue toujours avec ça en fait, si tu y penses bien. On joue toujours avec le plaisir et la praticité versus l'impact que ça va avoir. Donc l'idée, c'est que je me dis, là maintenant, qu'est-ce que ça va me rapporter comme plaisir et qu'est-ce que ça va me coûter en temps, en argent, en organisation, etc. Et je fais un retour là-dessus et je me dis quel est l'impact que ça va avoir sur ma santé, mon poids, la chose qui est importante à ce moment-là dans ma vie. Okay, donc quelqu'un qui est en mode je veux prendre 15 kg de muscle, il va réfléchir la chose totalement différemment de quelqu'un qui est sédentaire et qui veut perdre 10 kg de gras. Totalement différemment. Okay, sur la conséquence que ça va avoir. Et la conséquence que ça va avoir, ça peut aussi être j'ai un cancer du côlon stade 3, si je mange ça, ça peut littéralement me tuer. Donc tu parlais de radicalité. Surtout pas. Moi, je suis contre, totalement contre. La seule chose que je vous souhaite, c'est que si vous êtes à un niveau de problème potentiel ou réel qui nécessite un niveau de radicalité correspondant, j'espère que vous allez trouver la force de le faire. Si j'avais continué comme j'étais en train de le faire, c'était garanti que je terminais avec un problème au ventre très grave. C'était garanti. Alors quoi, je ne peux pas te le dire. Mais le risque de cancer du ventre était quand même très présent. J'étais enflammé de partout, j'avais un intestin en travaux et j'avais 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. Quel aurait pu être l'impact sur ma santé à 45 ou 50 ans? Ou plus tôt. Ma mère, elle est morte du cancer à 44. 44 ans. Déclaré vers 39-40. T'imagines comme c'est jeune? C'est toi et moi après-demain. Tu parles justement de ta maman, tu en as déjà parlé dans des vidéos. Vite fait, ouais. Et est-ce que ça te dérangerait d'en parler davantage? Parce que quand je parlais en préambule justement de choc aussi psychologique, pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est ta mission de vie? Est-ce que ça vient pas aussi quelque part de ce traumatisme que tu as pu avoir en étant peut-être plus jeune? Parce que tu avais quel âge quand tu as perdu ta maman? 13. À 13 ans, perdre sa maman. Et je ne sais plus si c'était lors d'une conversation ensemble ou dans une vidéo, où à un moment donné, tu as mentionné peut-être que on aurait pu la sauver si on avait mis en application ce que je sais maintenant. Ouais, c'est même presque sûr. Alors, est-ce qu'on l'aurait sauvé ou est-ce qu'on l'aurait prolongé sa vie et prolongé sa qualité de vie? Ça, j'en suis certain par contre. C'est une certitude, on aurait pu au moins prolonger sa vie et sa qualité de vie. Quand je vois les résultats incroyables que peuvent obtenir certaines personnes avec des traitements très naturels, plus l'aide de la médecine occidentale, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je pense que oui, on aurait pu prolonger sa qualité de vie et peut-être même sa vie. Ouais. Oui, le sujet, c'est pas de mettre en opposition Non. du coup régime alimentaire par exemple anti-inflammatoire et médecine occidentale. C'est simplement de dire qu'avec des bonnes habitudes au quotidien, il est probable et il est possible en fait d'améliorer sa qualité de vie et éventuellement d'aider à se soigner aussi. Ça et potentiellement d'éviter les problèmes qui peuvent nous tomber dessus, quoi. Parce que prends le temps de réfléchir, prenez le temps de réfléchir aux gens qui ont entre 50 et 60 ans autour de vous et qui sont vraiment en bonne santé. Et ou qui ont des petits, voire gros problèmes de santé. Je veux dire, autour de moi, c'est de partout. Alors, heureusement, je baigne dans un milieu avec le crossfit, avec le fitness, machin, où je vois des mecs de 50 ans qui font des trucs de fou. Moi, à chaque fois, j'hallucine parce que quand j'étais plus jeune, mon père, il avait 50 ans, c'était un vieux. Tu vois, à 50 ans, il bougeait plus, il était en surpoids de ouf. D'ailleurs, il a des problèmes de partout maintenant, tu vois. Et en fait, je vois des mecs qui ont 50 ans et qui font des trucs incroyables, rien que dans ma salle. Moi, je suis fasciné, je leur dis. Je dis, vous êtes des gens qui
qui crée un exemple différent pour la génération d'après. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est cette mission-là aussi que je veux avoir. Moi, je veux montrer à mon fils qu'on peut faire autrement. Je veux montrer à mon fils quand il sera enfant, ado, adulte. Regarde mec, je peux venir jouer avec toi. Je peux venir jouer, je touche pas une quille au foot. Je peux venir jouer au foot avec toi, c'est pas grave. Je serais nul, mais je pourrais le faire. Et donc, c'est cette vision du futur. Et après, tu parlais de l'impact de la maladie de ma mère. Très sincèrement, j'en ai parlé encore il y a 2-3 jours avec ma femme. Je ne sais pas si c'est direct ou indirect. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été écrit en moi et qui maintenant je me dis ouais, je fais des liens. J'en sais rien en fait. La vérité, c'est que je ne peux pas le dire. Ce que je peux juste constater, c'est que forcément, moi, quand j'ai eu cette discussion avec Fred Evrard, putain, le mec, il m'a fait chialer quoi. Et pas parce que je me suis dit ouais, on aurait dû, pas du tout dans le regret, mais plutôt dans le quelle lueur d'espoir de fou. Parce que je l'ai vu être tellement mal, et j'étais enfant, tu vois. C'était difficile de l'avoir comme ça, et maintenant je me dis, putain, on aurait pu faire autre chose. Putain, on aurait pu faire autre chose. Si je peux éviter, non, pas si je peux éviter, si je peux aider une seule personne à éviter ça, we're good. On aura accompli notre mission. Et ça sera beau. Ouais, de fou. De fou. Et c'est pour ça, en fait, que ça prend tellement de place, tout ça. Mais c'est cool. Je voudrais qu'on dise sur un autre sujet qui, là, moi, me touche personnellement actuellement. Je sais que ça t'a aussi touché. En avril de cette année, j'ai eu une grosse session de tournage vidéo et donc j'ai tourné ce qu'on appelle le 600K Challenge. Et t'en tournais plusieurs sur la journée. Et ouais, parce que du coup, il faut rentabiliser la journée, etc. Je parle en même temps que je rame. Je pose juste le contexte pour ceux qui ne se rendent pas compte, mais 45 minutes de rameur, moi je suis défracté pour 2 jours. Hein. Donc si tu en fais plusieurs sur la journée, je peux comprendre voilà, que c'est chaud. Enchaîner les jours de tournage, enfin, ça a pas été, enfin, c'était dur physiquement. Ouais. Et en fait, ce qui m'a mis un coup d'arrêt, c'est que j'ai eu une très très mauvaise nouvelle et un choc psychologique que j'ai reçu pendant une journée de tournage par SMS. Et j'ai reçu ça et il a fallu avec Patrick qu'on remballe tout et que je prenne la voiture et Tayo. J'ai une sciatique qui dure depuis le mois d'avril, donc moi ça fait 8 mois maintenant. Je fais tout pour me soigner. Je sais que tu es passé par des douleurs de dos. Alors, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu peux nous expliquer les problèmes de dos que tu as pu avoir? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour t'en sortir? Par rapport aux problèmes de dos, ouais, écoute, ce qui est impressionnant en fait, c'est à quel point tu le sais maintenant, tu le sens, à quel point c'est lié au psychologique. Ton hernie, il était là avant, c'est quasiment sûr. Ouais, c'est certain. Tu vas étudier des populations et tu vas en fait prendre 100 personnes qui ont pas mal au dos et tu vas trouver un paquet d'hernies. Alors si tu vas chez les gens qui ont mal au dos, tu as un plus gros pourcentage d'hernies, oui, mais chez les gens qui ont pas mal, il y a des hernies aussi. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas l'hernie qui est le seul problème des douleurs de dos. Et donc tu peux commencer à identifier des choses. Il y a les raideurs musculaires, il y a les blocages, il y a les blocages émotionnels, psychologiques, etc., etc., etc. Donc, la première chose que moi je te dirais, c'est de bouger. Il faut absolument que tu bouges, d'une manière ou d'une autre. Je sors de la création d'un programme qui s'appelle Back to Strength, où je parle de la douleur de dos et je dis BSD, bouger sans douleur. La première chose que tu dois faire, c'est bouger sans douleur. Tu dois trouver un moyen de bouger qui ne te fait pas mal et qui te met en mouvement pour plusieurs raisons. Et pour moi, les 2 principales sont que le mouvement, ça va amener du sang et permettre à ta zone de guérir. Et la deuxième, c'est parce que ça va te libérer autant physiquement que psychologiquement. Parce que quand tu as mal au dos, dis-moi si tu vis ça aussi, mais la plupart du temps, on se raidit, on se fige. Et quand tu te raidis et que tu te figes, tu as moins de mouvement, les muscles vont avoir tendance à se figer plus, donc moins de mouvement, donc moins de capacité, plus de stress, plus de douleur, plus de muscles qui te raidissent, et en fait, tu es dans un cercle vraiment très très vicieux. Donc la toute première chose, je te dirais, qu'est-ce que tu peux faire qui te fait pas mal? Est-ce que tu peux nager? Je pense que c'est ce que tu fais. Très souvent, ça marche, mais les gens n'aiment pas parfois aller à la natation, etc. Est-ce que tu peux faire du vélo? Est-ce que tu peux faire certaines mobilisations? Tu vois, tu vas faire ce qu'on appelle des Jefferson Curl, tu vas te pencher à arrondir le dos, te relever. Tu vas très doucement, tu vas jusqu'où ça te fait pas mal. Hein. S'il faut, tu mets une chaise, tu t'arrêtes, tu reviens. Sans douleur, c'est très important, parce qu'à chaque fois que tu vas rendre de la douleur, ton corps va dire eh non, on ne veut pas y aller.
Tu vois, et tu vas recréer le traumatisme du coup. Non, je ne veux plus y aller. Alors que si tu bouges sans douleur, imaginons que tu bouges en amplitude 3 et en douleur 0, la fois d'après, ton corps va dire « Ah ouais, mais non, amplitude 3, ça va, on va essayer d'aller 4. » Versus, je vais à 6, j'ai mal. 0. Foutez-moi la paix. Je comprends. Le corps, il va se figer, il est très malin. Alors, ça, j'en étais conscient dès le départ. Alors, j'ai aussi peut-être une particularité, je suis un peu dur au mal. Corps hammer, vous êtes bon là-dedans. Dès lors que j'ai eu mal, en fait, je me suis jamais arrêté. C'est-à-dire que rien que de même d'aller marcher, j'ai jamais fait une journée alitée ou quoi que ce soit. C'est bien. Là, je me mets à nager, je nage 5-6 fois la semaine. Donc la partie BSD, tu l'as mise en place, donc c'est parfait. Pour moi, le reste du protocole, il est assez clair. Par contre, je n'ai pas dit qu'il était facile, je dis qu'il était assez clair. Donc j'attaquerai comme toujours, c'est de l'inflammation. Donc on va aller voir l'alimentation anti-inflammatoire. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir mobiliser ton nerf sciatique de manière spécifique. Ça se fait plutôt avec un kiné ou tu peux le faire avec un coach qui sait faire ça comme il faut, ou tu vas voir certaines vidéos et tu te débrouilles, mais il faut faire ça intelligemment en tout cas, parce que mobiliser le nerf sciatique, ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait anodin. Et puis la dernière chose, ça va être de remobiliser la zone spécifiquement et la renforcer. Quand tu vas mettre tout ça en place, en général, ça va aller assez vite mieux. Et surtout, ça va être durable. Parce que l'erreur, c'est de dire, OK, j'étais à 9, je suis à 3, c'est bon, c'est ma nouvelle vie, j'ai mal au dos et je me débrouille. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Mais le problème, oui, et le problème, c'est quand tu es à 3 et que tu te contentes de ça, en fait, le 9, il te pend au nez tout le temps, quoi. Ici, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je faisais les allers-retours. 3, 9. 3, 9. J'ai fait 3 ou 4 fois l'aller-retour. Sauf qu'à un moment donné, tu satures, quoi. Parce qu'en plus, le 3, il ne te permet pas d'être à 100%. J'attendais vraiment ce moment qu'on avait pour qu'on puisse discuter aussi de ce point-là. Tu vois, par exemple, en termes d'alimentation anti-inflammatoire, j'ai une dépendance. J'ai une dépendance au chocolat chaud le matin avec du bon lait UHT. Parfait. Déjà, je veux simplement que tu puisses nous repréciser pourquoi est-ce que le lait UHT, c'est pas forcément bon pour notre santé, pour que ça puisse éventuellement me convaincre d'arrêter ça. D'accord, je comprends très bien. Le lait UHT, à proprement parler, la difficulté, c'est que… Alors, il faut encore que je bosse sur la partie pasteurisation, UHT, etc. pour vraiment pouvoir cibler quel nutriment est détruit à quel moment, etc. Mais le principe, en tout cas, à retenir, c'est que, bon, d'une part, on est quand même très peu fait pour consommer le lait d'une autre espèce. Okay, c'est pas éthique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à la base, on est fait pour consommer le lait de notre maman. C'est bien fait le corps, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'exemple le plus bateau, c'est que dans le lait de la maman, il y a suffisamment de lactose, qui est le sucre du lait, pour faire grandir un enfant. Alors l'enfant va avoir surtout un lait qui est très gras et très protéiné et un peu sucré. Et donc parmi le sucre, on va trouver le lactose. Et t'es jeune papa, moi aussi, et un enfant, ça grandit la première année de quoi? 4-5 kilos, peut-être? Quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Le lait de la vache, c'est fait pour faire grandir un veau. Et un veau, sur une année, ça prend à peu près 300 kilos. Ou un peu plus. 300 kilos. Donc on peut facilement imaginer qu'il y a un peu plus de facteurs de croissance, qu'il y a un peu plus de lactose, etc. etc. Bon, c'est l'exemple super bateau pour te dire que ce lait, il n'est pas forcément adapté à notre consommation à nous. Malgré ça, on se rend compte maintenant qu'avec du lait vraiment très naturel, et surtout pour certaines populations, c'est un truc qui est intéressant à aborder juste après, du lait naturel cru, en fait, va contenir certaines bactéries, certaines enzymes qui vont faciliter leur digestion. Quand on va passer par le processus UHT, on va tuer une partie de ces facteurs qui vont faciliter la digestion et l'absorption du lait. Donc c'est la première chose. Maintenant, trouver du lait cru de ferme de qualité, c'est compliqué, surtout quand tu habites à Paris. Si tu es en campagne, etc., c'est déjà un peu plus facile. Et puis, il faut voir aussi comment toi, tu le passes. Personnellement, les produits laitiers, c'est compliqué maintenant, alors que j'en ai consommé des litres et des litres quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai une petite marge de manœuvre, mais qui est très précise. Je sais bien quel produit laitier, dans quelle quantité, etc. Et parfois, j'essaie de jouer avec la limite pour voir comment ça va. Et puis, récemment, j'ai un peu trop joué avec la limite et je me suis repris une petite valda avec migraine et tout le bordel. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu me parlais du lait UHT le matin. Le problème, c'est qu'au niveau de l'inflammation, tu vas trouver plusieurs choses qui posent problème dans le lait. Souvent, on accuse le lactose, qui est ce fameux sucre du lait qu'on va avoir du mal
à digérer quand on est adulte parce que notre corps, il est programmé pour boire du lait quand? Imaginons 3, 5, 6 ans ou plus. C'est rare qu'on boive du lait au-delà, même dans des contrées, des tribus et des civilisations où on allaite les enfants tard. Nous, en plus, on les allaite on arrête beaucoup plus tôt la plupart du temps. Et ce qui se passe, c'est que tu as une enzyme spécifique qui est là pour couper ce lactose que ton corps ne peut pas absorber tel quel en fait. Le lactose, c'est ce qu'on appelle un disaccharide, donc tu as 2 sucres dedans, et donc ton corps, il ne peut pas le prendre tel quel, il doit le couper d'abord en 2. Et pour ça, ça nécessite ce qu'on appelle la lactase, l'enzyme qui va faire ce travail-là. Et en général, naturellement, tu vas arrêter de produire cette enzyme. Et donc les gens qui vont consommer du lactose et qui ne le digèrent pas bien, ben, vont avoir des ballonnements, etc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas digérer ce lactose, mais tes bactéries. Les bactéries qui sont présentes dans ton intestin. Et donc ces bactéries, elles vont fermenter, créer des gaz, parfois des mauvaises odeurs, etc. etc. Okay, donc ça, c'est le problème du lactose. Qui, comme je le disais, en fonction des gens, va être plus ou moins vrai. Parce que tu as notamment des descendants des populations scandinaves qui vont avoir plus de facilité parce que là-bas, ils ont introduit les produits laitiers plus tôt. Tu vas, par exemple, prendre les Asiatiques, des descendants asiatiques de près ou de loin, beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont introduit les produits laitiers très tard, voire pas du tout. Il y a des régions où on ne consomme pas de produits laitiers, ou en tout cas pas comme nous. On ne boit pas le lait tel quel, etc. On prend un peu de beurre, voire pas grand-chose. Okay, donc ça, c'est le lactose. Après, tu as une protéine qui s'appelle la caséine, qui est très inflammatoire parce qu'elle favorise ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Alors, c'est quoi la perméabilité intestinale? Tu vois ce que c'est un impair? Ouais, plutôt. Tu vois l'idée? Je vois l'idée. Ah ben, imagine que ton intestin est supposé fonctionner comme ça, sauf qu'à certains moments, il doit dire oui, on s'ouvre, on prend. On s'ouvre, on prend. Donc je prends une vitamine, je prends un glucide, ok, je prends tout ça. Et puis, de temps en temps, malheureusement, il va se faire abîmer et il va devenir ce qu'on appelle perméable. Et ça veut dire que là, il ne va plus pouvoir seulement prendre ce qui l'intéresse, mais il va aussi prendre les bactéries, les molécules, les grosses protéines, etc., qu'il n'est pas supposé absorber, qui vont passer dans ton système et que ton corps va attaquer. C'est quoi quand ton corps attaque une molécule qu'il estime dangereuse? C'est de l'inflammation. C'est très bien fait, hein. L'inflammation, c'est un processus qui est très sain. Le problème, c'est l'excès d'inflammation ou le fait qu'elle devienne chronique. Un peu tout le temps. Le terrain de toutes ces maladies dont on parle, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Un peu tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave, ce n'est pas très fort, mais c'est tout le temps. Ton corps est constamment sur le feu en train de se débattre avec certaines choses. Une molécule qui passe, on l'attaque, machin, une protéine qui passe, on l'attaque, et c'est tout le temps la guerre, tu vois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, c'est très fatigant, pour commencer, d'être tout le temps sur le feu. Et la deuxième chose, c'est que cette inflammation va avoir des conséquences à long terme. Donc, tu te retrouves avec beaucoup de problèmes dans le lait en tant que tel, ce lait UHT, qui finalement n'a pas beaucoup de vertus nutritionnelles en plus. Parce que les seules choses que tu vas vraiment trouver dedans, c'est un peu de graisse, un peu de sucre, ce fameux lactose dont je parlais, et un peu de calcium que tu peux soit trouver ailleurs, soit dans des meilleurs produits laitiers. Donc l'intérêt, il n'est pas ouf. Alors, si tu veux te faire ton chocolat chaud le matin, moi, je suis pour les solutions. Parce que, tu vois, ça, c'est un truc. Ouais, l'alimentation, c'est le mal. Tu vois? Voilà, débrouillez-vous. C'est cool, mais je fais quoi, moi, maintenant? Moi, j'ai envie de mon chocolat chaud. Arrête de m'emmerder, Jack. Eh ben, je vais te donner une solution, c'est mieux. Non? Merci. Et donc, ouais, je suis pour les compromis dans un premier temps. En fonction de la radicalité, on en revient là-dessus, tu vois. Je pense pas que toi, tu sois dans un moment où il faut que tu sois radical avec ton alimentation. Sauf si tu souhaites l'être. Je respecte ça à 100%. Est-ce que tu as besoin de l'être? Je sais pas, je crois pas. Non, je pense pas, effectivement. Mais est-ce que tu peux faire mieux? Probablement. Mais en fait, j'aimerais faire mieux aussi pour me donner toutes les chances d'aller mieux aussi, tu vois. C'est plus ça. Et puis même, tu vois, on discute tous les deux. Je sais que tu as beaucoup de projets de vie, je sais que tu as beaucoup d'ambition. Positif pour moi, ambition, c'est pas ok, parce que je sais que souvent c'est péjoratif, je comprends toujours pas pourquoi. Je parle d'ambition, tu veux faire des choses dans ta vie. Des choses qui nécessitent 2 choses très importantes en plus de tout le reste, qui est l'énergie de faire tout ça et la clarté mentale, la lucidité. Et l'énergie et la clarté mentale sont 2 choses pour lesquelles moi je me bats tous les jours. Je pense que c'est 2 choses qui sont tellement positives dans notre vie à tous que c'est un des combats qu'on devrait mener le plus. Quand tu es lucide et que tu as de l'énergie, tout va mieux. C'est vrai? Tout va mieux. Tu as plus envie de faire du sport, tu es plus agréable avec ta famille, avec tes collègues, tu es plus performant au travail.
tout va mieux. Tout. Pour moi, on devrait optimiser l'énergie avant tout le reste. Donc, en plus de ton inflammation au dos, on va pouvoir faire d'autres choses dans ta vie si tu manges anti-inflammatoire. On va pouvoir booster ton énergie et ta clarté mentale. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, par rapport à ton chocolat chaud le matin, donc lait UHT, et tu mets quoi dedans? Chocolat en poudre. Genre Nesquik, quoi. Genre poulain. Je suis Oui. team poulain, moi. Team Poulain. Alors, je respecte tout à fait. Ça veut dire que c'est un mélange en fait de cacao et de sucre. Oui. On est d'accord? Ouais. C'est un mélange de sucre et avec du cacao. C'est ça. Donc moi, ce que je ferais, c'est que petit à petit, je dis bien petit à petit parce que la transition peut être violente sinon, parce que pour le moment, il faut que tu saches que moi aussi, je suis dans une période addict au chocolat chaud. C'est particulier, je te jure que c'est vrai, je te promets. Mes collègues, ils m'en voient tout le temps, je bois 2 ou 3 par jour, c'est un truc de fou. Sauf que mon chocolat chaud à moi, c'est du lait d'amande ou du lait de coco avec du cacao pur. Il n'y a pas de sucre, il n'y a presque pas de mauvaise graisse, on va dire. Et même si je ne diabolise pas du tout les graisses, moi je suis pro-graisse à fond, mais il n'y a pas de sucre du tout. Et du coup, je le digère hyper bien, ça me donne une bonne petite énergie et c'est très cool. Donc je passerai, je t'explique, de mon lait UHT avec mon poulain et je ferai par exemple un lait végétal, voir si c'est bon, pour commencer. Excellent. Ok. Amande ou coco. Okay, on essaie d'éviter soja, avoine, etc. pour des raisons diverses. Soja parce que ça peut être inflammatoire, avoine parce que est inflammatoire et très glucidique, le riz on évite parce que c'est bourré de sucre, etc. Okay, donc plutôt amande, noisette. Noisette c'est très bon. Pour les gens qui aiment bien, c'est très très bon. Ça fait très justement douceur un peu. Et là-dedans, tu commences avec ton poulain. Déjà, tu commences juste par ça et tu vois si ça te plaît. Et puis petit à petit, tu peux par exemple faire 50% poulain, 50% cacao pur. Tu vois la poudre de cacao quoi. Excellent. Ouais, tu commences avec ça. Et rien que ça, c'est beaucoup mieux. La méthode des marches. Exact. Une marche après l'autre. Exactement. Ouais. Et ça, je suis convaincu qu'en 2-3 semaines, tu finis comme moi à boire un lait de coco avec du cacao et tu trouves ça bon. Naturel, pratique et agréable. Ok? Alors écoute bien. Naturel, pratique et agréable. Naturel, ça veut dire le plus possible proche de ce qui va convenir à ton patrimoine génétique, à ton système digestif, etc. Ok? Naturel, donc on arrête les sachets, les boîtes et on va manger un poivron, un avocat. Là, c'est la saison des courges. Enfin, j'en sais rien, un truc naturel, quoi. Ok? Et derrière, pratique, ça veut dire quoi? Il faut que ça rentre dans ton mode de vie. On reprend l'exemple du jeudi, là. Tu te retrouves au McDo. Ben, la vérité, c'est que tu n'avais juste rien anticipé d'autre. Mais si tu avais eu un truc dans ton sac, c'était pratique d'ouvrir ton Tupperware et de le manger. Pratique, c'est qu'il faut que ça rentre dans ton mode de vie à toi. Avec, j'ai des enfants, j'ai un job, j'ai un sport, j'en sais rien moi. Tu sais, il y a des gens qui s'entraînent à 8h du matin à jeun, il y a des gens qui s'entraînent à 19h fin de journée. Ça change tout dans ton organisation, il faut être honnête. Agréable, c'est la dernière chose, il faut que ça te plaise. C'est très important parce que si je te dis de manger un truc et que tu te forces à le faire, alors parfois, petit à petit, on s'habitue et on commence à en profiter. Mais si ça te saoule et si ça te prive de moments sociaux et si tu as l'impression de manger juste parce qu'il faut, c'est garanti qu'à un moment donné, ça va planter. Garanti. À un moment donné, tu vas dire, hey, c'est bon, t'es gentil, mais moi quand même, le McDo avec les copains, le verre de machin, le ceci, fous-moi la paix, j'y retourne. Donc, est-ce qu'on peut trouver un équilibre naturel, pratique et agréable avec, bien sûr, en fonction de tes besoins personnels, un certain niveau de radicalité? C'est-à-dire que chez moi, naturel, pratique et agréable, c'est quasiment 100%. Alors, c'est pas 100%, c'est pas vrai, mais c'est plus de 90%. Wilfried, Bimove, il recommande 80-20 pour commencer. Il dit si vous n'avez pas de gros problèmes de santé, vous faites 80-20, c'est déjà très bien. 80% du temps, vous mangez tip-top, naturel, pratique, agréable, tout ça. Et puis 20% du temps, vous allez au McDo avec les copains. Enfin, voilà. Alors moi, j'ai deux points là encore à te poser comme question qui, pour tous les Français, sont assez importants. Hein, c'est vraiment d'un point de vue culturel. C'est le cliché qui arrive ici. C'est probable que ça soit un peu cliché. Alors la première, c'est le pain. Moi, j'en consomme tous les jours du pain. Avant, je consommais que du pain blanc. Tu vois, aujourd'hui, je fais attention aussi à diversifier les pains et les céréales que je mange. Donc déjà, ton avis sur les céréales, le pain qu'on peut consommer. Et la deuxième chose, avant, j'en consommais pas du tout. Aujourd'hui, j'en consomme plus. C'est du vin. J'ai appris à apprécier le vin. Et notamment, je suis fan de vin rouge. Vraiment, j'adore découvrir les vins. J'adore acheter des bonnes bouteilles, j'adore offrir des bonnes bouteilles, j'adore consommer de bonnes bouteilles avec des amis, avec la famille. Donc j'aurais ton avis déjà sur ces deux points. Alors la vérité c'est que tu as parlé du vin et tu as dit 3 ou 4 fois j'adore.
Tu as dit j'adore pour le goût, et puis tu as dit j'adore offrir, et j'adore pour tout l'impact social que ça a, tout l'impact finalement émotionnel que ça a. La première chose, c'est que surtout n'arrête pas le vin, ça n'a aucun sens. On en revient sur le retour sur investissement ou le rapport entre le plaisir que ça t'apporte et le coût que ça peut avoir au niveau de ta santé. Alors, est-ce que tu bois 1 à 2 bouteilles par jour ou est-ce que tu bois de temps en temps un verre avec les copains? La réponse, elle est rapide, c'est de temps en temps un verre avec les copains. Donc, j'adore. Ça veut dire que l'impact sur ta santé est probablement très faible par rapport à un plaisir qui est énorme. OK? Donc maintenant, on va faire la même balance avec le pain. Est-ce que le pain a un impact sur ta santé qui est plus ou moins grand et un plaisir qui est plus ou moins grand? Alors, je vais répondre pour toi à un des deux que je connais, c'est l'impact sur ta santé, et puis toi, tu répondras pour le plaisir. Est-ce que selon toi, le pain t'apporte le même plaisir que le vin? En tout cas, quand tu m'en as parlé, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Exact. C'est marrant ça. En fait, j'ai pas du tout vu la chose comme ça quand je t'ai exposé. Et tu as lu en moi, comme dans un livre ouvert, c'est rigolo. Juste en analysant ce que je disais. C'est-à-dire que le pain, je vais te dire que c'est beaucoup plus quelque chose qui ressemble à une habitude et à éventuellement une petite dépendance qu'un vrai plaisir. C'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui dans ta vie t'apporte un kiff particulier. Alors je pense que oui, par contre, ça répond à un côté pratique, parce que le pain c'est pratique, il y en a partout, ça coûte pas cher, c'est bon, tu vois, enfin voilà. Et ça répond à un côté habitude réelle, quoi. Tu manges du pain depuis que tu es enfant, probablement. Et oui. Et donc voilà, tu as 30 et quelque chose. Et donc ça fait 30 ans plus que tu manges du pain. Et que tu t'es habitué à ça et que tu t'es organisé autour de ça. Donc c'est simple. Donc par rapport au pain, tu te dirais que le coût du changement est grand. À la limite, en termes de changement, ce serait plus facile pour toi d'arrêter le vin que le pain. En termes d'organisation. Ah oui, en termes d'organisation, c'est évident, ouais. Par contre, ça te coûterait beaucoup plus cher en termes de plaisir d'arrêter le vin que le pain. Et c'est rigolo maintenant que tu le dis. Effectivement, peut-être qu'en termes d'organisation, le pain, ça serait plus contraignant, mais vu que j'y prends aussi moins de plaisir à manger du pain, puisque c'est quelque chose que je consomme par habitude, comme tu l'as expliqué, je serais plus enclin à le diminuer progressivement au profit de quelque chose d'autre. Et c'est vrai que mentalement, ça m'embêterait moins que de me passer d'un bon verre de vin, encore une fois, que je consomme. Généralement, je l'associe avec un moment sympa, en famille, entre amis, de partage. Oui, tu touches à un point qui est pour moi hyper important en fait. On en revient à faire ce rapport du plaisir et de l'impact que ça a dans ta vie. Et là, on sent bien que le vin, c'est quelque chose, tu te dis, voilà, je partage avec les amis, etc. Donc l'idée, c'est de, tu vois, je parlais de radicalité. Et une des choses qui, pour moi, ne doit pas être prise en compte ou qui plutôt ne doit pas entraver tout ça, c'est justement ce rapport social, quoi. Il faut le laisser au milieu, ce rapport social. Il faut le garder. Que moi, je sais que je fais des choix qui ne sont pas idéaux pour ma santé parce que je veux préserver certains moments avec ma famille. Parce qu'on a des moments de qualité autour de certains repas bien définis que je choisis de subir, je mets des gros guillemets parce que j'y prends beaucoup de plaisir, en termes de santé. Alors l'idée, c'est que c'est toujours ce rapport-là qu'on va vouloir faire. Et en fait, le problème quand je parle du pain, c'est que les gens se sentent attaqués dans leur façon de faire et parfois même leur façon d'être. C'est culturel. Mais c'est culturel de fou. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que nous, en Belgique, c'est pareil. Hein. Le pain, c'est tout le temps, matin, midi, soir, de partout. Le soir, moins, c'est pas vrai. Mais le matin et le midi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je mangeais à une époque un pain de 800 grammes par jour. Un pain de 800 grammes, j'allais acheter mon pain, je le mangeais sur la journée. Matin, midi, collation. Je l'adorais ce pain, je me rappelle très bien, c'était à 200 mètres de mon travail à l'époque. J'allais me chercher ce pain, il était fabuleux, j'en mangeais 800 grammes sur la journée. Mais le problème du pain, c'est que quand c'est tout le temps, tu sais, on parlait d'inflammation un peu souvent, eh ben le pain c'est ça, un peu souvent. Alors la vérité, c'est que si tu veux vraiment manger du pain, on peut faire mieux. Donc la première chose, c'est que si tu pouvais trouver un pain au sarrasin, ce serait magnifique. Et éventuellement au petit épeautre, ce serait déjà mieux. Et surtout, surtout, surtout au levain. Au levain. Donc pas à la levure. Pas quelque chose d'industriel de vite fait. Un pain qu'un artisan va te faire avec son levain. Ça va coûter un tout petit peu plus cher, ça va être 10 fois meilleur en goût et ça va être bien meilleur pour ta santé. Donc ça, c'est, tu sais, dans l'échelle des compromis là. Le muesli ou le Defrosties,
le chocolat chaud avec du lait de coco versus le lait UHT. Tu vois les compromis? Eh ben, ok, je veux garder le pain et je vais chez un artisan m'acheter un vrai pain avec du levain, fait maison, avec ses mains dedans. Et déjà, ça va être totalement différent. Ok, ça c'est l'étape 1. Sarrasin, petit épeautre, idéalement sarrasin. Donc c'est le blé noir. Après, si je peux, effectivement, limiter l'apport en céréales, à long terme, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est un des gros facteurs de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, à savoir la perméabilité intestinale. C'est quelque chose qui va vraiment perturber la santé de ton intestin. Donc, limiter. Alors moi, ça ne m'empêche pas de, une fois tous les X temps, on va se faire une demi-baguette au levain, tu vois, vraiment le truc, c'est un régal, quoi. Franchement, je mets du bon beurre dessus, un peu de sel, chaque bouchée, comme ça, c'est un kiff. Mais je sais que si je mange ça au quotidien, l'avantage de ma situation avec mon ventre, c'est que moi, on va me le rappeler très très vite. On va me dire, hey! Tu vois, je vais avoir le problème de ventre qui vont être très clairs sur le problème. Mais le problème, c'est que moi, je te parle de ça, ça a commencé, j'avais 25-26 ans, mais avant ça, je mangeais du pain tout le temps, j'avais jamais de problème. Et tu parles avec Fred, qui a eu son cancer du côlon, et il te dit, j'ai pas eu les symptômes jusqu'au jour où j'ai eu le moment grave, mais j'ai fait toutes ces erreurs-là. Alors oui, je mangeais sain, ceci, cela, mais céréales de partout, oxalate, machin, je te passe les détails. Mais il me dit, voilà, maintenant que j'ai fait ces recherches et ces connaissances que j'ai sur l'alimentation, vu mon background génétique, en fait, c'est pas étonnant que ça me soit tombé dessus, cette histoire. Et petite anecdote intéressante à propos de l'histoire avec ton dos, tu lis son bouquin ou tu parles avec lui, tu lis celui de Guy Tenenbaum qui avait vécu une histoire similaire, pas pareil, mais similaire, et ils te disent tous les deux, le déclencheur du cancer, ça a été un stress. C'est impressionnant ça, hein? Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque avec ma mère, je serais curieux de le savoir, d'ailleurs je vais en parler avec ma grande sœur. C'est qu'est-ce qui a déclenché le truc? Parce que l'idée, c'est de comprendre que le cancer, il va vraiment venir grandir sur comme je te disais, le berceau de l'inflammation. Mais en général, il y a un facteur déclencheur. Et chez eux, ils expliquent tous les deux que ça a été un gros stress dans leur vie qui a été le facteur déclencheur. C'est impressionnant ça. Ouais, c'est impressionnant. Comme quoi que c'est aussi, ça vient de la tête. Complètement. Et puis des manifestations physiques du stress aussi. Hein. Parce que, je ne sais pas si tu connais ça. Tu connais au moins une personne dans ta vie qui t'a dit « Ouais, mais moi, quand je suis stressé, je vais aux toilettes 4 fois. » Ah oui, bah oui. Ouais, non, c'est sûr. Oui, c'est une manifestation physique d'un stress qui est psychologique, qui est émotionnel. Je ne sais plus du tout pourquoi on parlait de ça. On parlait d'inflammation. Oui, on était avec le pain. Voilà l'histoire du pain. Et donc, le problème avec ce pain, c'est ça. C'est cette petite inflammation chronique constante. Donc, en fonction de si tu es au niveau, tout va bien et je veux juste faire gaffe, alors je vais plutôt diminuer et surtout me tourner vers des alternatives. Si tu es au niveau, j'ai des problèmes et surtout j'ai un gros potentiel de problème, là je te dirais vraiment que les céréales, c'est pas pour toi. Et si tu es au niveau grave, les céréales, il fallait que tu arrêtes il y a longtemps et c'est même plus une question, quoi. Je veux dire, tu parles avec Fred ou même avec moi, réintroduire les céréales dans la vie quotidienne, c'est même plus une option. Ça n'existe même plus. C'est pas une option. Donc, on comparait le vin et le pain. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est bien meilleur que l'autre. Très sincèrement, on sait que l'abus de l'un comme de l'autre, parce que tu m'aurais dit je bois une demi-bouteille par jour, indépendamment des considérations d'alcoolisme. C'est pas ça dont je voulais parler, je t'aurais parlé de l'impact sur ta santé. Parce que l'alcool va être littéralement métabolisé comme du poison par ton corps. Le corps va dire ok, poison, attention, c'est-à-dire qu'on met tout le reste en pause et on s'occupe de ça. Ce qui est très mauvais pour ta digestion, voilà, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Mais tu me dis, je bois 1 ou 2 verres d'un bon vin de qualité avec des amis, je profite du moment, en plus je suis en train de sociabiliser et tout, top, fais-le. Après de nouveau, t'en es où sur le spectre? Mais dans ton cas, clairement, je te dirais bien plus vite de supprimer un maximum de sucre, un maximum de lait UHT machin, et diminuer radicalement tes céréales. Ça me semble bien plus important que d'enlever les 3-4 verres de vin du week-end que tu prends avec les amis, quoi. Excellent. Merci pour ces conseils, du coup, Jack. Ouais, c'est vraiment avec plaisir. Je pense qu'il faut... J'ai envie que tellement de gens le fassent, que j'ai envie que, tu vois, chaque petit pas... Tu vois ce que je veux dire? Chaque petit pas que vous pouvez prendre, c'est gagné, en fait. Jack, j'ai une autre question pour toi. J'ai un autre sujet. Tu parles tout le temps d'énergie. Ça revient tout le temps dans tes vidéos. Ouais. Moi, l'énergie, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Je la vois de cette manière-ci. J'imagine mon énergie comme une jauge que j'ai en fait au quotidien.
Et quand je vais faire une action, ça va me prendre X pourcentage de mon énergie. D'accord ? Et je l'imagine aussi sur la semaine et voire même sur le mois. Alors parfois, ça m'handicape même un petit peu parce que du coup, j'ai pas envie d'utiliser l'énergie pour des tâches qui sont trop rébarbatives pour pouvoir en consacrer plus à des tâches qui sont créatives. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire là-dessus. Je voudrais avoir ton avis un petit peu sur l'énergie parce que tu parles tout le temps d'avoir plus d'énergie, d'avoir plein d'énergie. Toi, tu es un entrepreneur, je te connais un petit peu et tu as 2 box de CrossFit, tu as une femme, un enfant, tu as une chaîne YouTube, au moins 3 nouvelles vidéos par semaine. Tu fais des programmes en permanence, des nouveaux programmes en permanence. Tu coaches en présentiel et en distanciel. Je pense que l'énergie, du coup, ouais, c'est important pour toi et je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. Comment tu fais pour en avoir autant ? Ce qui est intéressant, c'est que dans ton point de vue, tu parles de choses qui dépensent ton énergie. Tu parles d'une jauge et tu dis je vais faire des choses qui vont la descendre. Et en fait, moi, je réfléchis toujours à ce qui peut la monter. Excellent. Je vais juste chercher à poser la jauge autrement. Alors, je sais qu'il y a des choses qui vont me coûter de l'énergie. La plupart du temps, ce qui va te coûter le plus d'énergie, c'est ce que tu ne veux pas faire. C'est ce qui te stimule le moins. Excellent, ouais, c'est ça. Et la plupart du temps, ce qui va booster ton énergie, c'est quelque chose qui va te faire du bien, c'est quelque chose qui va te stimuler, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Ce qui est rigolo, en fait, là, ce que tu dis, je réfléchis en même temps que tu parles, c'est qu'effectivement, ce qui me consomme de l'énergie, finalement, aujourd'hui, le métier que je fais, aujourd'hui, j'arrive dans une situation où je fais des choses pour lesquelles je ne suis pas fait, c'est-à-dire rester derrière un ordinateur, tu vois, davantage. Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un de terrain. Je pense que si j'avais une conseillère en orientation, elle m'aurait déconseillé de rester derrière un ordinateur, assis sur une chaise ou dans un canapé, tu vois, et de toujours être à l'extérieur. Avant, je faisais un métier d'extérieur où j'étais à 100% du temps, en fait, en extérieur, en canot moteur, à coacher des personnes. Et c'est vrai que souvent, maintenant, je ressens en fait cette perte d'énergie quand je dois m'astreindre à rester derrière un ordinateur. Est-ce qu'il n'y a pas des petits hacks, des choses comme ça ? Bien sûr. Si tu veux, moi, je le vois vraiment de 2 manières différentes. Donc, il y a l'aspect psychologique de l'énergie dont on est en train de parler et dont je voudrais te parler encore. Et puis après, il y a vraiment l'aspect, on va dire, physiologique, le sommeil, l'alimentation, le sport. Mais on est sur l'aspect psychologique pour le moment. Et finalement, tu te rends compte à quel point ce qui te stimule va te booster et ce qui t'embête, ce qui t'ennuie, ce dans quoi tu te sens coincé, va te consommer de l'énergie. Et une des choses qui va consommer beaucoup d'énergie aussi, c'est l'anticipation de l'avenir. Tu te rends compte à quel point une tâche que tu n'as pas envie de faire peut prendre une place incroyable dans ta vie juste parce que tu la procrastines, n'est-ce pas ? Alors qu'une fois que tu t'y attaques, tu mets les bons écouteurs, tu manges un truc qui te donne un coup de boost, ou tu vas faire une séance de sport, ou tu dors bien, tu t'attaques au truc, à 1 heure après, c'est terminé. Et ça t'a pris 1 heure. Versus, non, mais je dois faire ma compta depuis 1 semaine là en fait, et puis maintenant ça fait 1 semaine que j'y pense, et en fait la compta c'est devenu cette espèce de montagne dans ta tête, tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, ça t'a bouffé de l'énergie. En fait, donc l'idée c'est de te dire, moi je fais toujours ce trade-off entre qu'est-ce qui va me donner de l'énergie et qu'est-ce qui va m'en consommer. Et je vais décider de choisir en fonction de ma jauge d'énergie du jour, puisque j'ai la chance d'être entrepreneur, c'est-à-dire de décider de 80% de mon temps à peu près. Versus j'ai des rendez-vous, je vais aller chercher mon fils à l'école, tout ça, c'est des choses que je ne décide pas, que j'ai décidé, mais qui, le jour même, je ne décide pas. Je ne vais pas changer le jour même de déplacer un client, sauf s'il y a vraiment une grosse urgence, ou je ne vais pas changer le jour même le fait d'aller chercher mon fils parce que je ne vais pas l'abandonner à l'école ou parce que ce n'est pas facile de trouver une autre solution. Okay ? Mais voilà, donc l'idée, c'est que je décide quand même principalement de mon temps et que je vais donc pouvoir dire, OK, en fonction de ma jauge d'énergie du jour, je vais donc plutôt faire une tâche qui va me booster ou je vais plutôt faire une tâche qui va me coûter de l'énergie. Et je vais surtout m'organiser pour avoir au milieu de ma journée des moments qui vont me recharger. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi je compte énormément. Qu'est-ce qui va me recharger en énergie ? Faire quelque chose qui me stimule. Par exemple, avoir une discussion comme avec toi pour le moment, c'est quelque chose qui me stimule. Il commence à faire noir là à mon avis, tu sais, on arrive fin de journée, on est en plein hiver, il fait froid, on a fait de la route ce matin, j'ai peu dormi la nuit, etc. Pourtant, je suis avec toi et j'ai l'impression que je pourrais faire ça encore 2 heures parce que ça me stimule, ça me donne de l'énergie. Je sais qu'en sortant, je ne vais pas me sentir épuisé. Je vais être fatigué d'une fatigue bonne, agréable. Je vais me dire, j'ai fait une bonne journée, c'était vraiment quelque chose de productif, d'agréable et je vais manger un bon repas et je vais me poser et ça va être cool. Versus la journée où tu es derrière l'ordinateur, tu te sens frustré et tu fais ce que tu as à faire et encore pas toujours parce que tu es là, tu te ronges les sangs, tu te dis mais je sais pas si c'est ça que je dois faire ou pas, ça me prend la tête.
et tu arrives fin de journée et tu n'es pas sûr d'avoir accompli quelque chose. Enfin, tu vois, c'est un sentiment qui est radicalement différent. Donc, il y a vraiment toute cette psychologie de l'énergie. Moi, ce que je te dirais, c'est de voir ta jauge, d'une part, de l'évaluer le matin, et d'une autre, de voir comment tu peux la remonter en cas de nécessité. Et aussi d'accepter qu'il y a des jours où ta jauge va être plus basse, et donc, il faut faire des tâches qui te nécessitent moins d'énergie. Donc ça, j'en parle beaucoup dans mes programmes, j'essaie d'expliquer aux gens, tu te lèves là, il faut faire ça, tu te lèves là, il faut faire ça, etc. Et puis, si tu te lèves là et que tu as besoin d'être là, alors il va falloir trouver des solutions, quoi. Et l'erreur, je pense sincèrement, qu'on a tous faite, c'est de penser que c'est le sucre et le café la solution. Parce que quand c'est le sucre et le café, en fait, la vérité, c'est que tu vas, oui, te donner un boost énergétique un petit peu maintenant très fort, mais que ça va te coûter très cher après. Versus, moi, j'ai d'autres méthodes. La première, c'est de jeûner. Le fait de ne pas manger, c'est quelque chose qui est reconnu pour booster l'énergie. C'est assez incroyable à quel point le fait de jeûner booste l'énergie d'ailleurs. Le fait de bien m'hydrater, moi j'adore boire par exemple, c'est un bête truc, mais moi ça me booste à fond. Je bois de l'eau pétillante avec du citron. J'adore ça, l'eau pétillante fraîche avec du citron. Tu sais, j'ai l'impression de boire un coca un peu, tu vois, un truc un peu punchy, un peu. Ça, je vais faire du sport, quelque chose qui me booste de malade, vraiment quelque chose qui me remet dedans. D'ailleurs, tu m'as vu tout à l'heure, on s'est baladé dans tes locaux, j'ai vu une barre de traction et j'ai claqué quelques tractions parce que je me suis dit, ah, c'est cool, ça va me remettre dedans pour le podcast, tu vois. Le mouvement. Et donc, tu me parlais de ça pour toi, tu me dis, mais t'as pas des hacks, etc. La première chose, lève-toi dès que tu peux. Donc, est-ce que tu peux t'installer un bureau debout? Ouais. Déjà, fais ça. Ça va changer et pour ton dos, ça va faire vraiment du bien. Ouais, de toute façon, je suis obligé, tu vois, je le fais parce que voilà. je suis aussi obligé. Bureau debout, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que tu passes beaucoup d'appels téléphoniques, de visio, de choses comme ça? Ouais. Marche. Va te balader. T'aimes bien d'être dehors en plus, tu le dis toi-même. Prends tes appels en marchant. Tu fous un machin là, un truc sans fil, je sais pas ce que tu veux, tu vas marcher. Et tu te balades ou tu vas même faire du vélo. Moi, à un moment donné, je faisais ça. J'avais plus beaucoup de temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Je prenais mes visioconférences en train de faire du vélo. Ça gêne personne. Je sais que mon casque anti-bruit, ils n'entendent même pas que je fais du vélo. Je suis pas en train de grapper une côte et d'être comme ça au milieu de, tu vois. Mais je suis là et ça me fait du bien. Ou je vais me balader. Tu sais, j'ai un bureau assis debout maintenant dans mon bureau. C'est fabuleux ce truc-là. Le jour où j'ai plus envie de m'asseoir pour X ou Y raison, tu sais, j'appuie sur un bouton, c'est extraordinaire. C'est plein de petites choses comme ça que tu peux faire, tu vois. Moi, je vais me mettre une playlist qui va, quand je vais faire une tâche qui va me sembler un peu plus, tu sais, un peu plus, c'est A, il faut faire B, tu vois, un truc un peu mécanique comme ça où je vais être moins créatif. Je vais mettre une petite playlist, tu sais, qui va me stimuler plus, un truc qui va me plaire. Je vais me dire, ah, c'est cool, ça me met de bonne humeur, tu vois, et hop, je fais ma tâche. C'est moins cool, mais c'est des petits hacks comme ça que tu fais pour réguler ça. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir des moments où je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie, les moments où j'ai vraiment le plus besoin d'énergie forte dans ma semaine, c'est quand je vais tourner des vidéos, forcément, tu sais ce que c'est, ça demande vraiment de… Parce que comme l'énergie que tu vas transmettre à la caméra, elle est à peu près divisée par 5, bah, si tu es à plat ou si tu es random, tu vois, à la moitié, les gens ils vont se dire, mais il faut vraiment, tu vois, il faut vraiment avoir ce truc. La deuxième chose, c'est quand je donne des formations. J'en parle tout le temps à mes coachs, tu vois, je forme des coachs et je leur dis, les gars, l'énergie du groupe dépend de vous. L'énergie d'un groupe dépend de l'énergie du leader. Point barre. Vous êtes coach, quand vous donnez un WOD, quand vous donnez un cours co, quand vous donnez n'importe quoi, le leader, c'est vous. Donc, toute l'énergie du cours, donc toute la réussite de chaque membre du cours dépend de ton énergie à toi. Donc, bouge-toi les fesses et donc trouve des moyens d'être dans la bonne énergie. Et donc, moi, je fais pareil. Et donc, ce que je vais faire quand je vais donner une formation, par exemple, c'est que je vais faire du sport, je vais jeûner, je vais aller prendre une petite douche avant, je vais m'écouter une musique motivante, je vais m'écouter un podcast inspirant, je vais faire tout un tas de choses pour me mettre dans ce mindset-là. Et je peux te dire que je ne l'ai plus fait depuis longtemps, particulièrement depuis que j'ai mon fils, mais à une époque, j'avais testé les deux juste pour voir. Démarre une journée en te levant tôt, en te mettant en mouvement. Je ne te parle pas d'aller faire un WOD, je te parle, je sais pas, va marcher et écoute un podcast de quelqu'un qui te motive. Ok, juste ça. Simple, c'est pas compliqué. Pendant que tu fais ton petit déj, t'écoutes Tony Robbins, quoi. Tu vois, c'est le cliché, tu vois, on s'en fout. David Laroche, je sais pas. William Lenné. Et donc, tu fais ça d'un côté, et le lendemain, juste pour tester, le matin, tu te lèves, tu vas dans ton canapé, tu regardes une série Netflix. 40 minutes tous les deux. 40 minutes. Et dis-moi comment ta journée s'est passée derrière. Je te garantis que ça n'aura rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est l'aspect psychologique. Et après, on peut jouer sur l'aspect physiologique, avec le sommeil, le sport.
l'alimentation, etc. En parlant de l'aspect physiologique, là tout à l'heure tu parlais du coup de faire du sport. Par exemple, avant ce qui me faisait du bien, je le ressentais dans la journée, je faisais 20 minutes de rameur. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma méthode sur ma chaîne YouTube, c'est souvent des vidéos qui durent 15-20 minutes, pas beaucoup plus, tu vois. Ouais. Et après, on couple ces vidéos entre elles, mais ça dure 20 minutes. Mais parce que c'est ce que je fais. Et ça me redonnait du boost, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, du coup, je ne peux plus le faire, tu vois, ce rameur. Donc, je l'ai remplacé par la natation. C'est cool. Et donc, du coup, là, par contre, ça me prend plus de temps parce qu'il faut que je sorte, parce qu'il faut que je me change. Bien sûr. Donc, en fait, avant mes 20 minutes, ça m'en prenait 25, 27. Rapide, tu vois, changer à la maison ou au travail. Hop. Aujourd'hui, ça m'en prend 1 heure, le temps de se déplacer aux campagnes. Mais ça, je ressens que le sport, l'activité sportive, c'est un réel coup de boost. Là où avant, quand j'étais pas forcément en forme, le sport pour moi, c'était quelque chose qui me cassait parce que je faisais une activité sportive. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas de figure-là, qui au début, le sport, l'activité sportive, leur prend de l'énergie. Mais en fait, quand tu rentres dans une routine, dans une habitude, eh bien, ça vient augmenter ta jauge d'énergie. Je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que j'essaie de transmettre au maximum le fait d'adapter ton entraînement à ton énergie, à ton besoin énergétique. Donc, si j'ai besoin de donner une formation de 8 heures, moi quand je donne des formations, je suis all-in du matin au soir. Je suis à 100%, tout le temps. Mais il y a un truc auquel tu vas voir, je ne vais jamais déroger, c'est qu'en plein milieu de la journée, il y a un entraînement. Mais on ne va pas s'en coller une pendant 2 heures, parce que là, j'ai plus personne l'après-midi. Mais à chaque fois, on va faire un 30-45 minutes dynamique. On ne va pas se tuer et on ne va pas glander non plus. On va aller chercher l'entre-deux, le truc qui te… Tu sais, le petit… Comme quand tu vas nager. Excellent. Là, tu ne vas pas totalement détente, mais tu ne vas pas te tuer non plus. Du coup, tu sors, tu es énergisé. Alors que si tu vas effectivement courir un semi-marathon alors que d'habitude tu fais du 5 km, tu vas le payer cher. Et donc l'idée c'est de trouver ce qui va te booster à quel moment de la journée. Je vais te donner un autre exemple. Moi par exemple l'activité musculaire, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement en milieu de journée. Donc si je dois faire, je sais pas, on va prendre des pompes et des tractions qui est vraiment le truc de base. J'adore faire des pompes et des tractions en milieu de journée. Que tu as fait tout à l'heure. Exactement. C'est vrai. Parce que c'est quelque chose qui me dynamise. Mais j'ai besoin d'être réveillé. Si je fais ça à 7 h du mat quand je me lève, j'ai pas de jus, c'est pas agréable, je le subis. Et si je le fais trop tard le soir, je dors mal. Donc je le fais en milieu de journée. À l'inverse, faire une activité cardiovasculaire, style me mettre sur le vélo, style aller courir, style j'en sais rien, c'est quelque chose que je vais vachement apprécier faire en début ou en fin de journée. Au début, ça va m'énergiser. Le soir, ça va me faire redescendre. Puisque je suis à fond la journée, tu vois. Et donc, je vais pouvoir jouer avec ça et me dire, ok, je pense qu'il y a vraiment 3 moments où c'est très important de bouger. C'est vraiment le matin pour se réveiller. Alors, bouger, de nouveau, c'est quoi bouger? Pour moi, bouger pour le moment, parce que j'ai un fils, parce que j'ai une vie, voilà comme ça, bouger, c'est faire la cuisine et le petit-déj. Mais ça me met en mouvement. Je ne suis pas à mon assis, passer de mon lit à ma voiture, à mon bureau. Je suis dans la cuisine, ça ne dure pas 2 heures, une demi-heure. Je fais le repas de ma femme de midi, machin, tu vois, je cuisine, je me sens actif, puis j'ai l'impression d'accomplir un truc. Boum, ça me met dedans. Milieu de journée, une séance de sport, je trouve un truc, et quand j'ai le temps, le top, c'est fin de journée, un petit truc pour redescendre. Mais de nouveau, là, ouais, mais il fait 3 séances de sport par jour. Pas du tout. Je cuisine le matin une demi-heure, je fais du renforcement musculaire ou un WOD sur le temps de midi, et le soir, quand j'en ai l'occasion, je fais une demi-heure de vélo cool devant une série que j'aime bien. On n'est pas sur 3 entraînements hardcore sur la journée. Mais ça, c'est 3 moments qui sont très importants. Donc en gros, l'idée, c'est de t'énergiser le matin, te relancer à midi et te faire redescendre le soir. Et en fonction de toi, ton profil à toi, voir de quoi tu as le plus besoin. Est-ce que tu as le plus besoin de t'énergiser le matin, de te rendre un coup de boost à midi ou de redescendre le soir? Donc si j'ai quelqu'un qui est très anxieux, très nerveux, très à fond tout le temps, je lui dirais que la première chose dont il a besoin, c'est de redescendre le soir. Et donc, va te faire une petite séance de sport le soir, ça va te faire beaucoup de bien. Un truc où tu redescends, pas un truc où tu vas… Sauf si tu es en colère, là, il faut aller tabasser. Mais si tu es plutôt anxieux, nerveux, etc., redescends. Si à l'inverse, tu es quelqu'un qui est un peu apathique, qui a un peu du mal à… Tu vois, les gens un peu comme ça, un peu mous, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Ben là, je te dirais, lève-toi et va bouger. Et pour la majorité de la population, je dirais quoi? Temps de midi. Trouve un moyen pendant la journée de bouger. Je sais pas quoi, va nager. Fais
3 fois 10 pompes dans ton couloir, j'en sais rien, mais trouve un moyen de te remonter. Parce qu'il est évident, en tout cas pour la plupart des gens que je côtoie et que je coach, que c'est en milieu de journée qu'on a beaucoup de difficultés, qu'on a des coups de fatigue, voilà, parce qu'on a le mode de vie qu'on a et que le coup de la fringale de 10h30 et le coup de barre de 14h, c'est quand même des choses qui sont connues, quoi. Pour terminer, Jack, j'ai 5 questions pour toi, 5 questions courtes, 5 réponses courtes. La première, est-ce que tu peux me donner une personne inspirante pour toi? Oh, je vais bugger là. Une personne inspirante pour moi. Pouah. Ok, j'ai une idée. Je vais te dire que j'arrive pas à choisir. C'est la vraie réponse en fait. Je sais pas te dire. En fait, c'est incroyable que j'ai pas pu te sortir une personne parce qu'il y en a plein. C'est ça dont je me suis rendu compte en réfléchissant. C'est qu'il y a plein de personnes dont je m'inspire. Donc je vais m'inspirer à la fois d'un médecin qui a un podcast sur une façon très particulière de manger où je me dis ouais, il va à fond, il réfléchit, il remet en question. Et puis je vais à la fois être inspiré par quelqu'un de très proche de moi juste parce que je me dis voilà, cet ami-là, il a cette capacité-là dans sa vie qui est extraordinaire. Moi j'ai un ami auquel je pense là comme ça, je me dis voilà, dans sa vie, il arrive à être organisé et il arrive à avancer vers ses objectifs de manière très linéaire comme ça et il est très patient. C'est quelque chose que j'admire énormément chez lui, tu vois, par exemple. Ça ne veut pas dire que je veux lui ressembler absolument, ça veut dire qu'il m'inspire. C'est ça que tu m'as demandé. C'est ma question. C'est ça. Et donc, je vais me retrouver à être inspiré en fait par un paquet de gens. Et en même temps, j'ai un peu ce cerveau éclaté qui part à droite, à gauche, etc., qui est d'ailleurs quelque chose de difficile dans notre métier parce que du coup, j'ai tendance à, tu le sais bien, à partir un peu à droite, à gauche et tout. Et en fait, avec l'inspiration, c'est pareil. Du coup, je vais te dire que ça va beaucoup dépendre d'où j'en suis dans ma vie. Pour le moment, je suis à fond sur cette logique d'alimentation anti-inflammatoire, etc. Et je suis à fond en train de chercher à améliorer la formation des coachs. C'est vraiment les deux trucs sur lesquels je suis focus et améliorer mes stages, j'en avais parlé. Du coup, j'écoute du contenu de partout là-dessus, je lis des livres là-dessus, tu vois, je suis là-dessus. Donc je vais te dire que les personnes qui m'inspirent maintenant, elles sont là-dedans. Mais c'est pas mes Tony Robbins à moi, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que là maintenant, il y a des gens, je me dis waouh, ils font vachement bien leur métier et ça m'inspire à fond. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est aussi pareil avec des gens autour de moi. Ma femme, par exemple, elle m'inspire de ouf. Il y a des choses qu'elle fait, je me dis, waouh, elle m'a appris au niveau des relations humaines, elle m'a appris à communiquer, elle m'a appris à gérer des émotions, elle m'a appris des trucs de fou. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'inspire énormément. Je suis très admiratif de ma femme, par exemple, pour ce genre de choses. Une phrase ou un conseil universel avec lequel tu n'es pas d'accord? La pyramide alimentaire. Ah, j'ai envie de pleurer quand je la vois. Tu sais, à la base, c'était… Explique, vas-y, ouais. Ouais, donc la pyramide alimentaire, tu sais ce que c'est le principe? Je pense qu'on nous a, en tout cas, nous a beaucoup bassiné avec ça. En gros, l'idée, c'est de dire qu'à la base de l'alimentation, tu vois, ils ont fait une pyramide pour dire qu'à la base, ça devait être les céréales et les féculents, tu vois. Ah donc, oui, je vois mieux. Okay, et puis juste au-dessus, c'était les légumes et les fruits et machin, et ça montait, ça montait. Et ça, c'est un drame. C'est un vrai putain de drame. Je suis désolé, je jure sur ton podcast, mais ça a causé tellement de tort. J'ai encore regardé récemment les recommandations pour les enfants et on recommande 4 à 5% de féculents pour les enfants. Et est-ce qu'on peut se rendre compte que ce qu'on fait depuis les 30-40 dernières années a juste empiré nos problèmes de santé ou pas? Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça, que la société ne va pas mieux qu'à 40 ans alors qu'on étudie la nutrition de manière très avancée, la médecine, les médicaments, on fait plein de choses et pourtant on ne va pas mieux. Et un des problèmes, c'est cette fameuse pyramide alimentaire avec laquelle je suis en total désaccord. Si tu devais choisir un seul sport, ça serait le crossfit ou le basket? Oh, à long terme le crossfit, à court terme le basket. Parce que pour la petite histoire, tu es basketteur à la base, ouais. Tu as basculé sur le crossfit, tu reviens à tes premiers amours. J'adore le basket, c'est vraiment quelque chose qui me stimule, c'est quelque chose d'amusant et c'est quelque chose dans lequel je retrouve le jeu que je ne retrouve pas au crossfit. Je ne retrouve pas cette notion de score, de précision, de rater, de marquer. Ça, je ne le retrouve pas pareil. Vraiment ce jeu. Tu sais, moi, tu me mets un jeu de fléchettes, je peux jouer 2 heures. Hein. Je suis comme un gosse. Tu vois, j'ai vu une table de ping-pong tout à l'heure, je te dis, viens, on fait une partie. J'adore jouer. Je trouve ça amusant, en fait. Je trouve ça très stimulant. Et je trouve ça aussi apaisant pour mon esprit, tu vois, de pouvoir me focaliser sur une seule tâche. Et quand je suis au basket, je suis, tu vois, au basket. Et donc, j'adore ce sport, j'adore la camaraderie et puis le sport en tant que tel. Après, ce n'est pas quelque chose qui va driver ma santé. Quand j'aurai 60 ans, le basket, ce n'est pas quelque chose qui va améliorer ma santé. Là où le crossfit, comme moi je le pratique, comme moi je le vois et comme moi je l'enseigne aussi, c'est quelque chose qui à 60 ans va driver ma santé. Donc là maintenant, j'ai 36 ans. Si je devais choisir aujourd'hui, je ne ferais que du basket parce que c'est le moment.
parce que dans 15 ans, je ne pourrais plus le faire comme je le fais maintenant. Si tu me demandes à long terme, je te dis le CrossFit sans hésiter, intelligemment par contre. La prochaine question, finalement, tu y as peut-être même un tout petit peu répondu avant. Sport de compétition ou sport santé? Franchement, je respecte les deux à fond. Je viens de te le dire, moi j'ai fait de la compétition très longtemps, j'en fais encore maintenant. Alors c'est pas un niveau incroyable, mais je suis quand même au niveau national en Belgique. Ça veut dire qu'on joue au basket, on joue, tu vois, il y a quand même de l'intensité, il y a quand même un certain niveau et il y a une certaine implication, tu vois, des joueurs. Et le fait c'est que ce sport de compétition, pour moi, il amène plein de choses très saines dans la vie. Il apprend ne serait-ce qu'une chose qui est à perdre. Savoir perdre. Et qu'est-ce que je vais faire de cette défaite? Est-ce que je vais hurler et me mettre à pleurer ou est-ce que je vais essayer de faire mieux la fois d'après? Pour le basket, il y a aussi le sport d'équipe. Et comment est-ce que je vais gérer les relations avec les autres? Il n'y a qu'une balle, on est 5 joueurs sur le terrain, il y a 5 joueurs sur le banc, il y a un coach, il y a une hiérarchie, il y a un capitaine. Tu vois, toutes ces choses-là, je trouve, sont absolument passionnantes. Donc, je suis pour le sport de compétition quand ça te parle. Et je suis aussi pour le sport de compétition parce que ça va t'apprendre à te dépasser, à aller loin, etc. Et j'ai joué avec des douleurs plein de fois. Je le fais encore pour le moment. Mais c'est aussi ça le coût du sport de compétition. Tu sais ce que c'est avec l'aviron, je pense. Combien ont été sur des douleurs et sont allés trop loin? Et combien l'ont payé plus tard? Je te parlais de mon coach de haut niveau qui se retrouve avec une prothèse de hanche, avec un bras qui bouge plus bien, avec ceci, avec cela, parce qu'il a été sur la douleur. Donc ça, c'est le coût que ça a. Mais franchement, moi, je suis pour que chacun choisisse. Chacun choisisse juste en âme et conscience. Après, je suis pour le sport santé en fond. Du plus jeune âge au plus vieil âge. Faire du sport santé à côté de notre sport de compétition si on choisit d'en faire. Si j'avais pu faire du sport santé plus jeune et que je l'avais gardé jusqu'à maintenant, je serais encore plus en forme et j'aurais été bien plus performant dans mon sport de compétition. Quelle est la réussite dont tu es le plus fier et quel est ton plus grand regret? Quand j'ai des questions comme ça aussi impactantes, je me force à répondre la première chose qui me vient dans la tête ou dans le corps. Et la réussite dont je suis le plus fier, c'est ma femme et mon fils. J'ai envie de chialer, putain. C'est la plus belle chose que j'ai réussi dans ma vie. C'est la relation que j'ai avec ma femme qui est extraordinaire et sur laquelle on travaille activement parce que personne ne va me dire que c'est facile d'avoir un couple qui dure et qui est heureux. Et je suis sincèrement heureux d'être avec ma femme. Et ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble. Et je ne sais pas du tout si on sera encore ensemble ni heureux dans 30 ans. Si on n'est plus heureux, on ne sera plus ensemble, ça c'est sûr. Mais je suis incroyablement fier de ça parce que ça n'a pas été facile justement. Et on a réussi. Jusqu'aujourd'hui en tout cas. Et j'adore notre fils, je le trouve trop cool. et on fera plein d'erreurs de parents, mais au moins je pense qu'on fait sincèrement tout ce qu'on fait avec le cœur. Et toutes les choses que je pourrais faire mieux, je me dis que c'est des choix. Il y a des moments où peut-être que je travaille trop, je ne m'occupe pas assez de lui. Peut-être qu'il y a des moments où je ne m'intéresse pas trop à ses jeux parce que je n'arrive pas à connecter. Tu sais, à l'âge qu'il a, ce n'est pas toujours évident. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu peux t'identifier à ça aussi. Mais je sais que les moments de qualité qu'on a, on les a vraiment. Et je sais que l'amour que je lui donne, il est de tout mon cœur et que je ne pourrais pas faire mieux. Et ça, j'en suis juste vraiment très fier. Donc, ma plus grande réussite, indiscutablement, c'est ma femme et mon fils. Jack, tu t'appelles pas Jack? Non, on m'appelle Jack. Et maintenant, c'est vrai que je me fais appeler Jack parce que ça me poursuit depuis que je suis tout petit et parce que j'aime bien. Mon vrai prénom, c'est Jérémy. Je suis né avec Jérémy. Et en fait, mon grand frère et mes grandes sœurs, parce qu'on était 4, je te le disais, dans notre fratrie, ont commencé à me surnommer Jack très petit. Et en fait, ça m'a suivi au basket, ça m'a suivi un peu partout. Et en fait, maintenant, je me présente comme ça parce que la vérité, c'est que dans ma famille, dans ma vie, dans mes amis, tout le monde m'appelle comme ça. Maintenant, il y a très peu de gens qui m'appellent encore Jérémy et ça me va très bien. Je suis très en paix avec ça. Et puis Jack, je trouve ça assez cool, non? Merci, Jack.